Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Dossier Actualité. Robert Boisclair en remplacement de Martin Dallaire. Et pour m'accompagner dans cette aventure d'une heure, parce que cette semaine, c'est une émission d'une heure sur un seul sujet, il faut être deux pour remplacer Martin Dallaire, semble-t-il. Alors, j'ai avec moi Chaher Mohamed. Chaher, bonsoir. Bonsoir, Robert. Alors, prêt à animer cette émission, c'est-à-dire à deux? Tout à fait prêt, puis oui. Bonsoir à vous tous qui nous regardez aujourd'hui. Alors, on va tout de suite introduire le sujet pour nos invités. Alors, cette semaine, comme je le mentionnais, une émission d'une heure sur un seul sujet, la gestion de la diversité culturelle. Et pour aborder cette question, nous allons l'aborder de trois façons différentes. Tout d'abord, nous allons regarder quels sont les bénéfices de l'implantation de la diversité culturelle au Québec. Ensuite, nous allons regarder quels sont les meilleurs moyens de gérer cette même diversité. Et finalement, nous allons nous poser la question, fait-on une bonne utilisation de la ressource immigrante en entreprise? Et pour discuter de ce sujet, naturellement, moi et Chaher ne serons pas seuls. Nous serons avec quatre invités, disons, le trier sur le volet. Et si je me fie à la conversation que nous avons eue tout à l'heure hors d'onde, le sujet risque d'être fort intéressant. Alors, je te passe la parole, Chaher, pour introduire nos invités de ce soir. Tout à fait. Alors, nous allons commencer par vous, Madame Marie-Luce Liberge, qui est conseillère au développement social chez Emploi Québec, à la direction de la capitale nationale. En quoi consiste votre tâche particulière? Moi, particulièrement, j'ai le dossier immigrant, mais dans le développement du partenariat. D'accord. À côté de vous, nous avons le docteur Zan Su, professeur de stratégie et de management international à l'Université Laval et titulaire de la chaire Stéphane A. Jarislowski en gestion des affaires internationales à Québec. Comme ça, je vais dresser un petit parcours de vous. Puis s'il y a des petites choses, on verra ce qu'il faut rajouter. Vous êtes né à Beijing, en Chine. En 1982, vous obtenez un diplôme d'ingénieur en automatique. Dans le cadre d'un concours national, vous partez en France où vous obtenez un doctorat en sciences de gestion en 1990. Même année, vous êtes professeur de stratégie de l'entreprise et de management à l'Université Laval. Vous êtes le formateur de plusieurs chefs d'entreprise au niveau international, encore une fois. Vous avez gagné de nombreux prix, dont le prix Leader in Management Education du National Post. Est-ce correct? Oui, oui. Parfait. Alors, nous allons pouvoir passer à notre prochain invité, M. Benoît Songa, directeur du Centre Rire 2000. Vous êtes congolais, arrivé au Québec en 1988, avec une licence en enseignement de physique, une maîtrise en physique, obtenue au Congo-Zaïre. Je fais la nuance parce qu'on va aller voir son importance tantôt. Vous obtenez un bac en génie électrique ici, et aussi un diplôme de deuxième cycle en génie industriel. Juste pour vous replacer aussi, une des choses marquantes que vous ayez fait, c'est justement la mise sur pied en 1995 du Centre Rire 2000 qui aide à améliorer le profil d'employabilité des immigrants, notamment les aidant à se mettre sur la map, disons, au niveau technologique, pour mieux s'insérer sur le marché du travail. Aussi, vous avez gagné de nombreux prix, dont le prix Engagement social 2008 de la Caisse populaire des Jardins de Québec. Est-ce bien ça? Eh bien, c'est bien ça, oui. Vous connaissez bien. Et enfin, nous allons finir avec vous, Monsieur Mohamed El Khayad, président-directeur général d'informatique Uber Inc. Vous êtes né au Maroc. Vous partez faire des études à Grenade, en Espagne, où vous rencontrez une Québécoise. Ensuite, vous arrivez au Québec, vous êtes diplômé en informatique et vous fondez votre entreprise qui offre des produits et services en technologie de l'information. Votre entreprise Uber Inc. qui emploie 87 personnes et qui fait 45 millions de chiffres d'affaires. Vous avez été choisi par TV5 pour l'émission Bâtisseur d'ailleurs et vous avez quand même une vision très particulière de l'intégration. Pour vous, elle passerait par le social. D'ailleurs, vous êtes vice-président du Conseil interculturel de la Ville de Québec et membre du conseil d'administration du réseau Leader Diversité. Bien résumé? À peu près ça. Alors, Chaher, on pourrait peut-être, étant donné qu'on a déjà présenté nos invités, on pourrait peut-être y aller avec notre premier thème, qui est que sont les bénéfices de l'implantation culturelle en entreprise. Alors, à toi l'honneur de briser la glace. On commencerait peut-être par vous, Monsieur Zan Su. Est-ce qu'il est important aujourd'hui d'implanter au sein des entreprises une gestion de la diversité culturelle? Je crois bien. Mais d'abord, il faut savoir ça veut dire quoi une culture, en fait. C'est que, de façon générale, on va dire que ce que quelqu'un, ce qu'il pense, ce qu'il fait,
et ce qui se comporte, et ce en tant que membre d'une communauté ou d'un groupe, ça c'est les éléments culturels. Vous savez, la culture, c'est quelque chose acquise, mais une fois on a acquis avec le temps, pendant longtemps, c'est difficile de changer. Dans le milieu de travail, ce qui importe, c'est de comprendre en fait que, au-delà de grandes valeurs, qu'on peut prétendre comme quelque chose d'universel, comme anti-discrimination, anti-raciale ou démocratie, liberté, à un autre niveau, on voit des différences très importantes qu'on peut qualifier de différences culturelles. Comme dans le milieu du travail, comment vous allez organiser votre travail, comment vous allez faire face à votre hiérarchie, comment prendre des décisions tout seul ou bien imposer, tout cela teinte de la différence culturelle. Donc c'est la raison pour laquelle si on a de plus en plus de gens haut niveau qui viennent d'un autre milieu culturel, ils sont ici à travailler, si on n'arrive pas à faire face à l'ensemble de conséquences qui sont issues de différences culturelles, vous allez voir, il y aura sûrement des problèmes graves. Parce que grosso modo, on dirait que dans une organisation, on a besoin de ressources pour faire fonctionner. Une fois on a apporté des ressources financières, humaines, à l'intérieur de l'organisation, ces ressources sont dirigées pour deux fins. Idéalement, la plupart des ressources s'en vont pour réaliser l'objectif de l'entreprise. Mais vous savez, dans bien des cas, malheureusement, à cause de conflits, malentendus, ce sont souvent des phénomènes liés à la différence culturelle. Donc beaucoup de ressources sont utilisées ou gaspillées pour ce genre de problème. On va Donc il n'y a pas revenir sur ces points-là. C'est très poussé déjà au niveau de la conversation que nous avons là, mais vous notez des choses très intéressantes. Et justement, Monsieur El Khayat, vous qui êtes un entrepreneur, puis qui êtes un gestionnaire, est-ce que c'est rentable pour vous que d'avoir des immigrants? Moi, je crois sincèrement que la diversité et une équipe multiculturelle, multidisciplinaire, s'il est bien encadré dans une entreprise, c'est un atout plus. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent que c'est plus rentable pour une compagnie d'avoir une équipe multiculturelle. Chez vous? Chez nous, et moi je le crois à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, le monde s'ouvre, la mondialisation. Et la mondialisation, on va la conquérir les marchés avec différentes cultures. C'est vendre à un Chinois, qui est mieux placé pour vendre à un Chinois qu'un Chinois? Alors, moi, je pense que le multiculturalisme est très important dans une entreprise, mais il faut l'encadrer, il faut l'expliquer. C'est une valeur additionnelle? Ça ajoute une connaissance supplémentaire à l'entreprise? Moi, je crois sincèrement. Dans mon cas, ça joue un rôle très important. Mais pour l'avenir de toutes les entreprises exportatrices, surtout, c'est une valeur ajoutée incroyable, à mon avis. Ouais. Monsieur Songa, vous qui êtes un organisme de formation, en fait, le Centre Rire 2000, quel type de conseils vous donnez aux gens que vous formez, justement, pour que, comme le disait Martin, Robert, pardon, c'est beau. on puisse les rendre rentables. Quelle valeur vous leur inculquez? Quelle valeur? Écoutez, pour répondre à cette question, je vais essayer d'épuiser ma réflexion au discours de monsieur le professeur et également de mon ami entrepreneur en fait. L'entreprise, c'est un milieu de vie. Okay. Et comme elle a bien souligné, la préoccupation de l'entrepreneur ou bien de l'employeur, c'est d'aller chercher quelqu'un qui va répondre à un besoin de rendement au départ. Mais donc ces besoins, on va y répondre dans un milieu de vie. Donc, outre les savoirs, il y a un facteur très important et qui va démontrer bien la pertinence de la diversité, c'est les savoir-être à travers ça, donc à travers ces cultures-là. Donc les gens qui viennent d'ailleurs avec une culture, il a bien souligné, et surtout si on arrive avec un certain âge, en fait, c'est très difficile vraiment de changer. Mais on s'adapte à cette réalité-là. Donc, alors, le discours que je tiens à des gens qui passent par chez nous, dans un premier temps, de dire qu'ils essaient de comprendre la culture québécoise parce que nous sommes au Québec au départ. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas les Québécois qui vont chercher à comprendre la personne qui vient d'ailleurs. Je crois que c'est cette personne qui doit fournir un effort pour comprendre. Bon, oui, c'est un travail déjà qu'ils les font par défaut parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils arrivent ici, ils s'informent comment ça fonctionne. De l'autre côté aussi, ça peut pas être à sens unique. Il faut qu'il soit à deux sens. Donc vous formez les immigrants du côté du savoir-être, si je comprends bien?
Oui, bien sûr. Donc, c'est l'ajustement. Pas formé comme tel. Il faut que la personne s'ajuste par rapport à cette réalité-là. Donc, il a bien souligné. Donc, on arrive avec une culture. C'est pas qu'on va changer, on va s'adapter. Donc, c'est ça qui démontre vraiment une intelligence d'adaptation. C'est différent d'une intelligence académique. Donc, je viens avec un savoir, je suis ingénieur, oui, je peux produire. Mais je produis dans un contexte qui est milieu de vie. Hein, je ne suis pas seul là-dedans, donc il y a déjà autour de moi. Donc il faut que je m'adapte. Qu'est-ce qui est le plus, j'allais dire, le plus important à acquérir au tout début? Bien comprendre la culture de l'autre ou bien adapter ces connaissances qu'on a acquises ailleurs dans le nouveau milieu de travail? Les deux. Comprendre et puis adapter. Hein, parce qu'on comprend, une fois donc on a bien maîtrisé, on adapte sa culture. Hein, parce que cette culture-là, je ne peux pas... on ne peut pas changer du jour au lendemain, pas du tout. Écoutez, donc on va adapter la façon d'être. Mais le préalable, avant tout, c'est de bien comprendre la différence. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de la différence culturelle. Il y a beaucoup trop de caricatures qui disent que les Français sont comment, les Québécois sont comment. On a oublié qu'il y a une diversité au sein de chaque peuple, en fait. C'est la raison pour laquelle se connaître, afin de se positionner, pour moi, c'est absolument nécessaire. Et souvent, on ne prend pas assez de temps pour bien comprendre en quoi sommes-nous différents. Vous avez planté deux points quand même, autant du côté des immigrants que du côté des employeurs. On a quand même avec nous Madame Liberge. Dites-moi, qu'est-ce que l'employeur fait ou quels conseils vous donnez, vous, chez Emploi Québec, aux employeurs pour qu'ils intègrent les immigrants? Je pense que la première chose, l'immigrant arrive dans un milieu qui a un vécu, qui a une culture québécoise. On peut voir la gestion de nos entreprises aura un modèle. Donc, l'employeur ne doit pas prendre pour acquis que l'immigrant comprend nos signes, nos façons de se comporter, les liens hiérarchiques, comment on prend des décisions. Puis, je rejoins un peu Benoît là-dessus. Le savoir, je me rappelle pas qu'on ait remis en cause... le savoir des immigrants en termes de connaissances techniques. Il y a des ajustements, les règles ne sont pas nécessairement les mêmes, les systèmes de mesure, des fois, il y a des... Permettez-moi quand même, l'un des principaux écueils que connaissent les immigrants qui arrivent, c'est la reconnaissance de leur diplôme, quand même. Oui, à prime abord, mais si une fois engagé, là, on est vraiment dans la pratique là, que la personne a été recrutée. Pour la personne recrutée, comme je dis, au départ, j'ai perdu le fil. C'est qu'au départ, c'est ça. Il arrive avec un milieu qui a une culture. Comme je disais tantôt à Benoît, comme Benoît mentionnait tout à l'heure, le savoir-être est quelque chose aussi d'important. On parle du savoir-être de l'immigrant. Il y aura aussi à préparer le personnel aussi, comment se comporter avec cet immigrant. Ça, c'est un travail que vous faites? Oui, bien, on participe justement à la gestion de la diversité par des partenaires qu'on finance au départ, comme Rire 2000, là, ici présent. Et donc, comme je vous disais, on a comme une offre de service qui est extérieure, évidemment, qu'on a avec les organismes du milieu, qu'on nomme des ressources externes en employabilité. Et ça peut ressembler à quoi concrètement? En termes de produits, je dirais que c'est adapté. C'est difficile parce qu'au départ, ça demande un diagnostic de l'entreprise, à savoir qui elle est, quels sont ses besoins, comment elle fonctionne. Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein? Il faut vraiment y aller avec l'entreprise. C'est sûr qu'il y a des modèles. Benoît pourra en parler tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, mais au départ, la première étape, c'est de vraiment voir le milieu. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que vraiment il a besoin? Est-ce qu'il y a des résistances particulières à ce milieu-là, là, évidemment? Est-ce que souvent, j'allais dire, on ne focus pas trop sur les différences et pas suffisamment sur ce qui rassemble les différentes communautés ou les différentes cultures? Bien, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire le travail, hein, prendre le temps justement de démystifier des choses. Hein. Les gens ont des croyances, des préjugés, ce qui est très normal dans une communauté. Donc, c'est de démystifier, c'est justement c'est par les ressemblances qu'on démystifie, tout simplement. Là. Voilà, donc peut-être que je peux ajouter. Donc, évidemment, il n'y a pas, comment l'expression, de solution miracle par rapport à ça. Et c'est du cas par cas. Écoutez, la problématique peut être au niveau des départements de production. C'est une approche. Dans un département de recherche et de développement, c'est notre approche. Et donc, on se retrouve des gens avec des niveaux académiques différents. Alors, si au niveau de la production, bon, écoutez, c'est un niveau, académique qui est relativement bas. Et là, évidemment,
le savoir-être, c'est un savoir-être qui se rapproche plus du milieu, donc de la société d'accueil en fait, comparativement à quelqu'un qui va travailler dans un département de recherche et développement, qui doit aussi s'ajuster à la façon de faire. Donc c'est du cas par cas. Et puis on essaie d'adapter, donc tous les partenaires qui interviennent au niveau des entreprises dans les cas de Centre Rire 2000 évidemment. Donc dans un premier temps on va diagnostiquer et puis on va essayer d'identifier le problème et puis intervenir. Je vais vous poser la question parce que vous intervenez souvent dans des cas particuliers ou à aider pour des entreprises. Est-ce que le passage se fait facilement à partir du moment où vous allez dans une entreprise et vous regardez la problématique? Est-ce que les solutions à apporter se font facilement ou est-ce que c'est compliqué, c'est difficile? Bon, difficile. Et ça aussi, c'est du cas par cas. Tout dépend de l'ouverture des gestionnaires au départ et puis de les façons de faire. Donc, il a bien souligné, chaque entreprise a sa culture. Donc, derrière cette culture-là, il y a une mission qu'on se fixe, outre le rendement qu'on va rechercher, les bénéfices. Évidemment, donc, une entreprise cherche à faire des bénéfices, en fait. Et si l'employeur voit en immigrant une ressource porteuse, je crois qu'il va essayer d'implanter une culture d'accueil, une stratégie d'accueil. Donc, et là, si c'est le cas, cette ouverture qui est là, donc ça va toucher un peu donc l'employeur va s'adresser d'abord aux autres employés, le préparer en conséquence. Et dans un contexte comme ça, c'est très facile. Dans d'autres contextes où l'employeur a tendance à se dire écoutez, moi j'ai engagé, puis le reste, ça va se faire comme ça, là ça devient difficile. Vous avez pointé la notion de culture organisationnelle. J'aimerais savoir, Monsieur Sou, est-ce que la culture organisationnelle peut rentrer en conflit avec la culture de la personne qui vient à l'extérieur et nuire à son intégration économique? C'est à la fois oui et non. Parce que vous savez, c'est qu'une organisation avec le temps qui fonctionne, bien sûr, petit à petit, on forme une espèce de même genre de façon de voir les choses, même façon de se comporter. C'est là, on parle de culture organisationnelle. Mais d'où vient de cela? Et le contexte culturel global l'influence beaucoup parce que les gens viennent de quelque part. Vous êtes d'accord? Donc dans ce cas, tout à l'heure, on a parlé de la gestion de la différence culturelle. En fait, il n'y a pas une seule façon. Une façon que je dirais ça pourrait être efficace dans certains cas, c'est quoi? C'est quasiment, entre guillemets, assimilation. Ça veut dire quoi? Vous comprenez, quand on va parler de diversité culturelle, il ne faut pas penser que chacun doit se comporter qu'il veut. Pour une organisation, ce n'est pas possible non plus. L'autrement, la diversité a des avantages. Tout à l'heure, on a parlé, donc synergie, quelque chose qui s'ajoute, complémentaire. Mais il y a des inconvénients au niveau de conflits potentiels, etc. C'est la raison pour laquelle l'autre solution, c'est quoi? C'est développer une culture organisationnelle forte, afin d'avoir une espèce d'uniformisation pour que tous les gens qui viennent de différents horizons adhèrent à ces quelques valeurs qui sont bonnes pour le développement de l'organisation et aussi pour les personnes, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, je dirais qu'en conflit, si on gère mal, et si on pourrait utiliser, profiter des valeurs, je dirais, que possédées par différentes personnes, afin de dégager une espèce de consensus, quelques éléments issus de cela, et ça pourrait être quelque chose de très fort. Et c'est là on parle d'une culture organisationnelle. Mais comment ça peut se faire au sein d'une entreprise où il y aurait une pléthore de personnes, Inde, Chine, Afrique? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça, sortir des éléments importants? Je dirais, comme ça se fait. Il y a des bons exemples. Quand on va parler de culture organisationnelle forte, par exemple, sans regarder la relation avec des immigrants, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui sont très bien réussies. Un exemple, Cascade. Où regardez, depuis longtemps, on parlait de cette capacité de faire adhérer des gens autour des valeurs fortes pour cette organisation. Donc, quels sont les moyens? Il n'y a pas de miracle, mais les moyens sont innombrables. Premièrement, bien sûr, c'est qu'il faut que ces valeurs que vous voulez promouvoir répondent à la fois aux besoins de développement de l'organisation et qui tiennent compte de l'intérêt des petits gens. Où les carnets de profit uniquement pour vous, selon la valeur, ne peut pas être accepté par les autres, n'est-ce pas? Une fois on a défini ce qu'on va promouvoir, ensuite quoi? Il y a l'ensemble de moyens d'ordre culturel ou managériaux, avant tout des managériaux. Moyens de communication, avant tout c'est formation. Formation, communication, mentorat.
n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui justement se comportent de façon plus exemplaire. Comment ils pourraient laisser les autres, surtout nouveaux arrivants? Et aussi il y a des moyens très culturels. Par exemple, des cérémonies, des rituels sociaux, hein? Donc la soirée des fêtes. Vous savez, ce genre de l'occasion permettant les gens de se connaître. Quand on se connaît, on se méfie moins, on se mélange. D'accord? Donc ce sont des moyens qui ont l'air anodins, mais qui pourraient être très efficaces en fait. Est-ce que ça, c'est des genres de choses que vous, chez EBR Inc., vous mettez en œuvre? Moi, je suis d'accord avec le professeur pour une chose, c'est que il a nommé tout à l'heure Cascade, ce sont des grandes institutions, c'est des grands organismes. Quand on parle de Bombardier, CGI, Cascade, ils ont du moyen de créer des structures d'accueil, d'intégration, etc. Mais dans des PME de 50 employés, etc., ils n'ont pas les moyens. Mais le professeur, ce qu'il dit, c'est vrai que l'intégration se fait à travers la musique, le repas, le réseautage 5 à 7, une soirée au Comment bureau. fait-on quand autour d'un événement, on a un musulman qui ne boit pas, par exemple, un juif qui ne mange pas de porc? Mais comment fait-on? c'est justement le meilleur moment pour intégrer le musulman et le juif. Parce que si vous avez votre religion, on va la respecter. Vous ne buvez pas le vin, il va y avoir du coca, du jus d'orange. Ouais. Si vous ne mangez pas de cochon, et c'est là où l'employeur, quand on fait un 5 à 7 avec des bouchées, il faut qu'on fasse attention qu'on ne peut pas avoir du cochon partout, parce qu'il y en a qui ne mangent pas du porc, les juifs et les musulmans. Et c'est là le rôle aussi de l'entrepreneur, de faire attention à ces petits détails, mais c'est à travers la bouffe. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on dit à des Marocains ou des Maghrébins de ramener des couscous, on dit à d'autres communautés de ramener un petit plat typique, et on fait un 5 à 7, la bière, du vin, mais jus d'orange aussi. Alors, M. El Rayat, on va en profiter, vous parlez de bouffe, on va permettre à nos téléspectateurs de prendre une petite minute de pause, et après la pause, on continue la discussion qu'on vient d'entamer. Alors, à tout de suite. Merci. Alors, nous sommes de retour à Dossier Actualité et nous parlons justement de la gestion de la diversité culturelle. Nous allons maintenant aborder notre deuxième thème qui est quels sont les meilleurs moyens pour gérer la diversité culturelle en entreprise. Et ma première question va s'adresser à vous, Madame Liberge. Vous travaillez au gouvernement. Alors, d'après vous, quels sont les meilleurs moyens pour favoriser une très bonne intégration et diversité culturelle dans les entreprises? Je pense que c'est de préparer son personnel, de la base jusqu'à la direction, évidemment. Là, il faut que ce soit toute personne impliquée dans l'entreprise soit sensibilisée et d'ailleurs travaille à monter peut-être un terreau d'accueil pour les personnes issues d'une communauté. Donc, le fasse ensemble, ça leur permet aussi, on disait, de dégager des valeurs communes, d'échanger sur les principes importants de l'entreprise. Les incontournables, les non négociables, c'est important que les migrants les connaissent et qu'eux soient sécurisés comme travailleurs dans ces croyances-là aussi. Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Alray? Oui, je suis d'accord. En plus, moi, dans mon entreprise, comme je suis cofondateur de l'entreprise, que j'ai tous les défauts d'un immigré, musulman, arabe, africain, etc. Donc, déjà, les employés québécois de souche, ils étaient habitués avec un immigré. Donc, il y avait une petite ouverture là, par rapport aux préjugés qui pourraient exister à l'époque. Mais je suis d'accord avec madame. Et nous, les PME, là, d'une cinquantaine d'employés, soixantaine d'employés, on n'a pas les moyens de faire des structures de plus. On a tellement de paperasse à gérer avec les 3 paliers de gouvernement. Donc, nous, moi, la politique qu'on a, qu'il a dit le mot assimiler, c'est ça qu'on veut. On veut un employé qui est compétent, au-delà de sa race, de son origine, de sa couleur. C'est comme ça que ça marche chez EBR. Voici les valeurs. Les clients, c'est comme ça. La ponctualité est importante. Et si le premier immigrant qu'il a fait le pas, c'était moi, le deuxième, et maintenant on est avec une dizaine de différentes origines dans l'entreprise. Et je peux vous dire, j'ai des Français, des Africains noirs, des Arabes, des musulmans, des Belges, des Portugais, et tout le monde cohabite à merveille. Mais assimiler ne va pas à l'encontre de la notion justement d'intégration, vouloir absolument qu'un immigrant dans l'entreprise rentre dans un moule, alors que dans la société on lui dit tu peux développer ta culture si bien que tu l'accordes avec la culture issue
ici. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Je suis d'accord avec vous, mais le mot assimilation, peut-être pour moi, c'est pas le même pour la société. Moi, expliquez-vous alors. Moi, je ne suis pas assimilé, je me sens un fier Québécois et un fier Canadien, et aussi un fier Marocain, et j'ai gardé mes valeurs marocaines et mes coutumes marocaines qui sont tout à fait compatibles à 100% avec les valeurs québécoises. Donc ici, on parle quand même d'interculturalité. Mais dans une société, on n'a pas le choix de suivre le cadre d'entreprise. Pour moi, personnellement, je suis musulman, mais jamais j'aurais à avoir une mosquée chez moi. Moi, la religion, ça ne fait pas partie de la business. Même si j'aurais 1000 employés, jamais il y aura un lieu de prière qui soit bouddhiste, juif, musulman, chrétien. Jamais. Parce que c'est un lieu laïque, c'est un lieu de business et tout le monde doit être concentré pour satisfaire le client. Point à la ligne. Oui, allez-y, M. Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'il faut faire sorte de nuance, en fait. Parce que mon ami, je crois, il parle de la culture de son entreprise. Hein. Donc l'assimilation par rapport à la culture de l'entreprise. Exactement. C'est un peu par rapport à la culture. Parce que quelqu'un qui est assimilé, il est déraciné, son identité, à mon avis, il va prendre un coup, il ne sera pas un bon citoyen. Moi, je suis un bon citoyen parce que je suis fier de ce que je suis fier et je sais d'où je viens et je sais où je veux y aller. Je suis arrivé au Québec, à la ville de Québec, sans parler la langue française. Et aujourd'hui, j'ai plus de 80 employés qui travaillent pour moi. Donc, ce que je dis, si possible, j'étais dans l'autre côté de la clôture. J'ai travaillé pour un employeur. Et aujourd'hui, il y a des employés qui travaillent pour moi. Donc, moi, je dis que c'est possible. Sans avoir des grosses structures d'intégration à l'intérieur d'une entreprise. Mais quand je dis le mot assimilé dans une entreprise, c'est important pour moi. Si tout le monde doit suivre la même direction, qu'il soit Tremblay ou Al-Kayat, c'est la même chose. La culture organisationnelle. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vous aussi, M. Songa, l'intégration de cette façon-là dans les entreprises? Oui, je le vois dans ce sens-là, mais quand même une entreprise, comme on l'a bien signifié, on l'a dit, l'entreprise cherche à gagner de l'argent et pour pouvoir le faire, je crois qu'on a besoin des ressources et les ressources doivent respecter un peu la façon de faire de cette entreprise-là. Donc là, nous revenons à la culture donc, organisationnelle. Justement, M. Songa, vous qui avez à côtoyer des immigrants qui rentraient, comment est-ce qu'eux vivent cette notion-là de s'assimiler à la culture organisationnelle? Sont-ils à l'aise ou pas? Bon, à l'aise ou pas à l'aise, écoutez, je crois que pour une personne intelligente, elle doit comprendre qu'elle doit s'adapter. Au-delà de ça, comment est-ce qu'eux réagissent? Quand vous leur dites, par exemple, il faut que vous assimiliez à la culture organisationnelle brute, là, comment eux réagissent? Bon, c'est sûr que les gens, incidemment, les gens ne se sentent pas à l'aise parce que c'est un travail. Écoutez, si pendant 15 ans, je parle même de gens qui viennent avec déjà une expérience professionnelle. Pendant 15 ans, la personne a développé une certaine façon de travailler du jour au lendemain. On lui demande d'échanger. Ce n'est pas si évident que ça. Hein? Donc les gens qui viennent de sociétés où, au niveau des gestionnaires, c'est rien que des hommes. On se retrouve avec une femme. Et on se retrouve avec une femme qui est son boss, en fait. Oh là là, écoutez, c'est tout un défi en fait à relever pour la personne. C'est un peu dans ce sens-là. Donc on dit à la personne, écoutez, vous allez avoir un gestionnaire qui sera une femme, vous allez avoir un gestionnaire qui sera homosexuel et vous devez respecter ça. Vous allez avoir un gestionnaire qui est moins âgé que vous. Et il faut comprendre la façon de faire. Et ça, si je vois quelqu'un qui vient des pays comme le Congo, mon pays d'origine, des fois, où on va s'attendre à ce que les gestionnaires doivent être plus âgés. Mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec un gestionnaire qui a 30 ans. Vous avez 50 ans. C'est tout un choc pour la personne. Ouais. Mais comment est-ce qu'on l'a fait, cette intégration de la culture d'entreprise auprès de gens de communautés différentes? Est-ce qu'on le fait un peu comme vous disiez tout à l'heure, par des activités sociales, par des rencontres avec les gens, par différentes activités qu'on peut faire en groupe, en entreprise? Ce qu'il faut dire, chez nous, Informatique EBR, d'abord, c'est une compagnie dans le domaine des TI. Les employés qu'on engageant sont déjà des employés qui parlent français, anglais, la majorité sont bilingues. Ce sont des gens qui ont voyagé, qui ont vu. Donc, ils sont instruits. Plus qu'on est instruit, plus qu'on a voyagé, on a plus la facilité de s'intégrer à un environnement plus facilement que des autres. Donc, nous, ce qu'on favorise, c'est vraiment
de travailler ensemble. La première intégration pour moi, c'était avec ma boîte à lunch, avec les carottes et les céleris. Je n'ai jamais mangé ça, mais j'ai commencé à manger ça parce que mes collègues, la première année au Québec, ils mangeaient ça et j'ai trouvé ça bon. Ouais. Mais avant, je ne l'ai jamais trouvé bon. Donc, l'intégration commence là, dans la cafétéria, commence de 5 à 7, commence... Et moi, c'est pas de forcer quelqu'un, mais c'est de le ramener tranquillement, de lui donner des conseils, de fréquenter les Québécois de souche qui ne seront pas seulement pour lui des collègues, mais des guides dans l'avenir. Parce qu'il faut savoir une chose, quand on se déracine... on doit s'en aller à la pause. OK, d'accord. Non, mais vous pouvez terminer Non, rapidement. mais quand on se déracine, moi, quand je décide d'y aller dans un pays comme touriste, je m'informe sur ce pays, qu'est-ce que je vais voir. Mais imaginez quand le jour où vous décidez de vous déraciner, alors il faut s'informer plus que ça. Parfait. Alors, on s'en va à la pause. Après la pause, je vous redonne la parole et après, je la donnerai à M. Sou qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Alors, à tout de suite. Alors, Dossier Actualité se poursuit. On parle de la gestion de la diversité culturelle et le thème que nous avons abordé juste avant la pause était quels sont les meilleurs moyens pour gérer la diversité culturelle en entreprise. Est-ce que vous voulez terminer sur ce que vous disiez tout à l'heure, M. Al-Rayat, ou sur la façon dont les gens s'intégraient Oui, mais c'est ça que je dis, que c'est vraiment de conseiller les nouveaux arrivés ou l'employé immigré de devenir ami, si vous voulez, avec son collègue québécois de souche, parce qu'il n'est pas seulement un collègue, il peut devenir son ami ou un guide et une référence pour lui. Moi, ce qui m'a aidé à mes débuts, c'est les 5 à 7. C'est là où j'ai créé mes réseaux avec les Québécois Pure Laine et j'ai développé ma clientèle et c'est comme ça que j'ai pu démarrer mon entreprise par la suite. J'aimerais relancer Monsieur Zansou sur la question parce qu'on a beaucoup parlé en matière d'intégration sociale, au travers de jeux ou de parties, si vous voulez, culturelles aussi, partager la culture, mais il y a des choses fondamentales. Quand on sait que dans les données du recensement 2001-2006 ont démontré que les immigrants, en 2005 précisément, les immigrants qui rentraient en entreprise, qui avaient étudié à l'étranger, étaient moins bien payés que les immigrants qui avaient étudié ici ou les Canadiens qui avaient étudié ici et nés ici. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce que intégrer un immigrant, c'est pas non plus le payer comme on payerait quelqu'un qui a étudié ici? Oui, je pense que dans ce cas, en fait, l'intégration d'immigrants est composée de plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il faut qu'ils puissent entrer dans une entreprise. Okay? Il y a beaucoup de barrières. Barrières, je dirais, par exemple académiques, barrières, par exemple politiques. Il y a l'ensemble de barrières. Donc là, je pense que la société québécoise ou canadienne a déjà fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas assez. C'est évident. Donc d'un côté, on a besoin tellement de ressources, surtout des gens hautement qualifiés. Parce que il n'y a pas question de, c'est pas uniquement une question de démographique. En fait, c'est avec notre système d'éducation en place à ce moment, on n'arrive pas à répondre adéquatement à nos besoins en tant qu'une société de savoir que nous voulons construire. Donc dans ce cas, il y a beaucoup je dirais, de combats, de défis à relever. Mais une fois, par chance, ces immigrants sont entrés dans une entreprise, là, la gestion de la diversité culturelle commence. Tout à l'heure, vous avez posé une question, quel est le meilleur moyen? Ma réponse, je ne joue pas avec le mot, je dirais qu'on ne peut pas parler le meilleur moyen. Il y a l'ensemble de situations. Le meilleur moyen, c'est quelque chose qui répond adéquatement à ce que vous visez, à ce que l'organisation est, n'est-ce pas? Mais il y a quand même quelques éléments préalables et qui sont universels. Premièrement, c'est sensibilisation. Sensibilisation d'abord auprès des immigrants qui sont entrés travailler dans une entreprise, par exemple, québécoise, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il ne faut pas, au nom de la diversité, revendiquer tout ce que vous voulez faire. Ce n'est pas possible. Je pense que la culture, il y a des éléments d'ordre culturel qui sont pour moi universels, comme c'est un grand principe. Hein. D'abord, on a tous besoin physiques. Hein. J'ai faim, j'ai soif, je veux dormir. Tout le monde a le même besoin. On se ressemble. Okay?
Et à un autre niveau, c'est quoi? Des valeurs fondamentales que la société canadienne québécoise promeut, n'est-ce pas? Liberté, l'État laïque, n'est-ce pas? Donc, anti-racisme, etc. Ce sont des éléments que tout le monde doit respecter. Moi, je pense que c'est important. Mais aussi vis-à-vis des Québécois, je dirais pur land, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est que il faut parfois au mélange. On dit, vous êtes là, vous devez nous ressembler exactement. Nous ressemble à quel niveau? Au niveau des grandes valeurs universelles, oui. Mais il faut bien comprendre que dans le milieu du travail, avant tout, c'est la façon de travailler, la façon de gérer qui sont différentes. Donc, à ce niveau-là, je dirais cette sensibilisation sur la nécessité de considérer, se connaître, afin d'adopter une stratégie très importante. Et deuxième préalable, c'est quoi? Ça coûte. Okay? Tout à l'heure, j'ai cité le cas de Cascade. On pouvait dire, regardez bien, c'est une grande entreprise qui a des moyens. Mais vous devez comprendre en même temps que la grande entreprise doit faire face à une diversité encore plus grande. Autrement dit, c'est encore plus difficile. La question, c'est quelles que soient petites entreprises ou grandes entreprises, les moyens sont importants. Les moyens financiers, temporels, etc., à considération. Ce sont des, je dis, préalables que toutes les entreprises doivent développer. Ce n'est pas assez. Moi, cette année, ça fait exactement 30 ans. Je vis dans différents pays occidentaux, en 22 l'hiver à Québec quand même, les autres temps ailleurs. Donc je contacte beaucoup d'entreprises, c'est pas assez. À partir de cela, on va parler de meilleurs moyens. Il n'y a pas de meilleurs moyens. En gros, il y a 200 moyens. Première, on a parlé d'assimilation au milieu du travail. C'est entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise peut décider de développer des valeurs fortes pour que tout le monde adhère. Pourquoi pas? Si ça répond aux besoins de l'entreprise, si, je dirais, ça respecte les valeurs individuelles ou défend leur intérêt. L'autre façon qui est plus, entre guillemets, avant-gardiste, c'est quoi? C'est de dire, regardez bien, au lieu de gérer une espèce de cohabitation chacun pour soi, n'est-ce pas? On va essayer d'aller au-delà de uniformisation, assimilation. Donc, l'autrement dit, assimilation, mettre l'emphase sur élimination de la différence. Et vous savez, la différence culturelle, avant tout, c'est une richesse. J'ai passé 8 ans en France. Souvent, on dit les Français, vous posez trop de questions, vous ne voulez pas faire des choses. C'est un peu caricatural. Nord-américain ou âgé trop, il n'y a pas de profondeur. Ce sont des caricatures. Mais, quelque part, on voit certaines complémentarités quand même possibles si c'était le cas, n'est-ce pas? Donc, la nouvelle approche, c'est quoi? C'est d'essayer de gérer la conséquence de la diversité dans le milieu du travail. On va créer des équipes multiculturelles. Chacun essaie d'apporter quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes beaucoup plus rationnel, l'autre c'est beaucoup plus penseur, l'autre c'est travailleur, l'autre c'est minutieux. Si on mélange tout ce truc-là, si on est capable de gérer cela, c'est pas si mal. Monsieur El Khayat, est-ce que ce conseil précis-là de former des corps avec des personnes différentes pour arriver à une rentabilité ou à un développement, un rayonnement d'entreprise, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, au sein de votre entreprise? Moi, je suis une petite entreprise, on n'a pas vraiment de recettes magiques. Là, mais ça a l'air simple, là. Ouais, ça a l'air simple de créer des équipes. Mais les recettes qu'on a, cependant, il y en a des valeurs que tout le monde adhère. Mais je remarque quand même les Occidentaux, j'ai des employés qui sont français. J'ai un directeur de service à la clientèle qui est français. Quand je parle à un directeur québécois, quand le temps monte, la discussion s'arrête. Mais le français, c'est le contraire. Quand le temps monte, c'est le moment de négocier, de parler. Et donc, il y a, malgré qu'on a des valeurs communes, qu'il y ait le respect, il faut respecter la hiérarchie, respecter la femme, l'égalité de sexe, etc. Il reste quand même des choses, même s'il est blanc catholique, ça ne veut pas dire qu'il y a différentes catégories. Monsieur Al-Rayat, vous êtes vraiment prédestiné pour les pauses publicitaires. Alors, on s'en va en pause publicitaire et on revient pour terminer l'émission. D'accord, merci. À tout de suite. C'est maintenant le temps de notre troisième et dernier bloc. Fait-on une bonne utilisation de la ressource immigrante en entreprise? Alors, Cher, à toi la parole. J'aimerais revenir sur cette question-là avec vous, Madame Liberge. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec les politiques actuelles dans lesquelles vous êtes, parce que vous êtes dans cette direction-là, on gaspille la main-d'œuvre immigrante?
Moi, personnellement, du moins avec les données que j'ai, je dirais non. Expliquez-nous ça un peu. Ouais. Expliquez-nous Je ça un dirais peu. que présentement, rien n'empêche que... Je vais prendre quand même le contexte de Québec. Hein. Québec est une ville foncièrement francophone, hein, à 97 %, assez homogène, hein, qui vit quand même l'immigration peut-être un peu plus soutenue depuis quelques années, mais évidemment n'était pas imprégnée hein, de personnes immigrantes. Donc, pour les entreprises, c'est certain qu'il y avait quand même un défi hein, d'intégrer de nouvelles communautés. Est-ce qu'il n'y a pas un choc là, pour les entreprises d'être confrontées à ça pour une première fois d'une certaine façon? Moi, je pense que c'est toutes les appréhensions qui sont un peu normales. Hein. On le disait tantôt, est-ce que je vais être obligé de faire de médiation? Est-ce que je vais être obligé d'outrepasser et de prendre énormément de temps pour une seule ressource? Fait que toutes ces appréhensions-là, évidemment, il faut les démystifier. Sauf que je sortais des chiffres pour voir à peu près où se retrouvaient nos immigrants. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on parle aussi? C'est un peu d'utiliser en sous-emploi les personnes immigrantes. Hein? On entend beaucoup ce discours-là. Et je regardais ici à Québec. Hein, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une enquête, nous, qui s'appelle LIC, la liste d'industrie commerce, qui recense 4000 entreprises à peu près aux 2 ans qui ont des questions, justement, spécifiques sur l'immigration maintenant. Donc ça, c'est intéressant, c'est une nouveauté pour voir nos organisations aussi hein, s'adaptent pour aller chercher de l'information. Et on regardait au niveau des domaines d'emploi. Si on y va à pourcentage d'immigrants, hein, ils sont à peu près 25 000 à Québec, on regarde la population. Au niveau de la gestion, je vais donner un exemple. La gestion à Québec, dans la population, c'est 8,7 % qui sont dans le domaine de la gestion et 8,6 au niveau des immigrants. On regarde au niveau professionnel, hein, tout ce qui s'appelle ingénieur et tout ça, 20,6 % pour les immigrants, 20,6 % pour la communauté québécoise. Hein? Fait qu'on a les mêmes choses. Où est-ce qu'on voit des écarts? Puis c'est là qu'il faut faire attention. C'est sûr qu'un immigrant qui arrive, il y a un temps d'adaptation. On ne peut pas passer au travers, hein, s'habituer au milieu, se fonder une vie aussi. Hein? Il n'y a pas juste le travail, il y a toute la vie. On peut voir que c'est des périodes qui peuvent aller avant de dire qu'on atteint un niveau espéré ou peut-être qu'on avait auparavant. On peut penser à un 5 ans qu'on nomme dans la littérature. Et on le voit ici, où les immigrants sont très représentés. À 40 %, 11 % des Québécois, c'est dans le domaine élémentaire, de base. Donc, les gens, pour assurer leur subsistance, vont aller à un niveau plus bas. Le temps qui s'adapte. Fait que même dans les entreprises... Est-ce que cette situation change dans les faits véritablement? Vous sembliez dire que oui, avec les statistiques que vous nous aviez montées tantôt. Mais je dirais, ces données-là datent de 2010, le dernier recensement, et on peut dire que oui, de plus en plus. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a 2 ans auparavant, dans l'enquête LIC, il y avait, sur les 4000 entreprises, 11,7 % qui avaient une personne immigrante dans son entreprise. Et en 2 ans, on a doublé. Donc, je me dis, au départ, on se rend compte qu'en 2 ans, déjà, un certain nombre d'entreprises, maintenant, ont une personne d'une communauté culturelle à son embauche. Fait que ça évolue, là. Oui, il y a quand même une transformation qui se fait. Ça, ces chiffres indiquent aussi que le taux de chômage ces derniers 4 ans dans la région de Québec était le plus bas, un du plus bas au Canada. Donc, ça a aidé aussi. Monsieur Songa, vous organisez pas mal de séminaires au travers du Centre Rire 2000 où justement vous visez à unir employeurs et chercheurs d'emploi. Est-ce qu'à la fin de vos événements séminaires, il y a un gros taux d'employabilité en bout de ligne? Oui, écoutez, ça s'est beaucoup amélioré la situation. Bon, c'est sûr que c'est circonstanciel en fait. Hein. Donc le taux de chômage bas, les besoins de main-d'œuvre, donc les deux ont beaucoup aidé. Hein. C'est un mal nécessaire. Je ne dis pas qu'on a engagé les gens parce que maintenant on a adopté l'immigration. Non, pas du tout. On a engagé les gens parce qu'on était dans les besoins. Mais ces besoins ont fait qu'on a découvert ces gens-là, hein, les côtés positifs des choses. Hein. Donc là, ils disent bon. Donc ils peuvent livrer la marchandise. Ah, c'est super. Et de plus en plus, maintenant, on voit un changement. Est-ce à dire qu'il y a une concordance vraiment compétences, emploi, diplôme, emploi? De plus en plus, oui. De plus en plus, oui. Bon, là, je parle d'un projet qui s'appelle le projet d'accès rapide à l'ordre des ingénieurs que nous gérons en partenariat avec Emploi Québec. Et quand on va placer les gens, vraiment, ils sont placés étant qu'ingénieurs et dans les conditions d'ingénieurs. Est-ce que vous voyez... allez-y, monsieur. Si on va raffiner ces données, on doit dire au moins il y a un grand potentiel pour amélioration.
Vous savez, ça veut dire quoi? Il y a quelques indicateurs. Un, c'est que je regardais un peu quelques études récentes. Beaucoup d'immigrants hautement qualifiés qui ont fait doctorat en physique, par exemple, qui sont devenus propriétaires de dépanneurs. Beaucoup entrent, comme Madame dit tout à l'heure, dans le secteur autre que ce qu'il a fait. Et deuxième nouveau phénomène, je ne dis pas c'est inquiétant, mais il faut surveiller. C'est le retour de ces immigrants à leur pays d'origine, surtout dans le cas de pays émergents, qui nous ont envoyé beaucoup de gens hautement qualifiés. Maintenant, il y a tant de retour. Troisième élément, c'est quoi? C'est que au-delà de statistiques, ils ont trouvé l'emploi dans son domaine. Est-ce qu'il donne pleinement son rendement? D'où vient l'intérêt dans notre sujet? Ce n'est pas parce que je vous donne un poste qui correspond à votre capacité professionnelle où vous pouvez où vous pouvez donner votre rendement. Donc vous savez, moi j'ai des contacts avec des Indiens, beaucoup d'Asiatiques en fait, professionnels. Souvent, les gens disent, regardez bien, dans ma compagnie, la performance, c'est pas ce que je pensais. Là-bas, c'est quelqu'un qui sait jaser, il est performant. Moi, c'est le travail, c'est le résultat qui compte. Il y a toutes sortes de mécontentements de ce genre-là. Ça nuit sa performance. Okay? C'est la raison pour laquelle gestion de la diversité, d'abord, il faut situer un niveau très opérationnel dans le milieu. Au niveau de gestion, c'est comment faire pour que ces gens-là puissent donner plus leur rendement, et ce, dans l'intérêt de tous. Si on vous posait la question, comment vous feriez-vous? Parce que vous êtes formateur. Oui, moi je dirais, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai proposé, grosso modo, il y a deux solutions, n'est-ce pas? Première solution, je dirais que vous devez aller au-delà de négligence. Beaucoup de compagnies, ils disent, il y a différence culturelle, il y a étrangers, chez moi, il y a marocains, toutes ces choses-là. Mais ensuite, ils oublient cela, ils négligent, parce que ça coûte, ça a des ressources. Ils disent que ce n'est pas important. Il est là, il doit travailler. Il a oublié qu'il est là, il doit travailler, il ne donne pas nécessairement pleinement son rendement. Vous êtes d'accord? Première solution, c'est travailler, formation, mentorat, communication, etc., afin de l'encadrer, pour qu'il puisse adhérer à ce que l'organisation veut. C'est une première solution. Et deuxième solution, quoi, c'est synergie culturelle. Dans certains cas, surtout des gens qui ont un grand scientifique, même il vient de l'Inde, il a 40 ans, sa mentalité culturelle est faite, vous êtes d'accord? Donc dans ce cas, au lieu de faire cette personne obéir exactement ce qu'on doit imposer comme méthode de gestion, je dis méthode de gestion, on pourrait lui donner l'espace de culturel afin de, je dirais, qu'il puisse travailler à sa façon. Je pense que M. El Hayat bouillonne. Mais M. El Hayat, on va garder ça. Sur la même veine que... Mais rapidement, en 20 secondes. Le professeur, il a dit tout à l'heure que beaucoup d'immigrants, et on n'a pas parlé de rétention, comment garder ses meilleurs employés dans l'entreprise. Et c'est vrai que les pays émergents demandent leurs ressortissants de rentrer, et ça va être un défi pour le Québec de compétitionner demain avec le monde entier sur ces ressources-là. M. El Hayat, merci beaucoup. Encore une fois, vous êtes notre pause publicitaire, alors on s'en va à la pause et on revient tout de suite. Dossier actualité se poursuit, c'est maintenant la toute fin de l'émission. Alors, on va faire un rapide tour de table avec nos invités pour voir les grandes conclusions de cette table ronde. J'espère que vous avez apprécié la table ronde jusqu'à date. Ne quittez pas, il nous reste encore à peu près 5-6 minutes pour encore discuter du sujet. Alors, on va y aller avec vous, M. Mohamed El Hayat. Alors, si vous aviez à peut-être terminer ce que vous aviez commencé tout à l'heure, puis ensuite de ça, peut-être faire un petit résumé. Ce que je disais tout à l'heure, que le Québec de demain, il n'aura pas le choix d'avoir des meilleures compétences du monde s'il veut conquérir le monde au niveau économique. Et moi, je pense que le Québec, il est en compétition avec des pays occidentaux pour attirer les meilleurs cerveaux. Et pour ça, il faut les intégrer, pas seulement il faut les garder, il faut les accommoder aussi. D'autres choses que je veux juste souligner, une chose que c'est à titre de témoignage personnel, ce que quand je suis arrivé ici, comme je vous le dis, j'ai parlé même pas français. Cette ville ou cette région m'a donné une carrière extraordinaire. Et je veux juste vous dire que depuis 4 siècles, qu'on reçoit des immigrants tous les jours. Et chaque immigrant, on l'intègre avec brio. Alors moi, j'ai pas peur de l'avenir. Et la deuxième génération, ça prouve, les deuxièmes générations des immigrants à Québec sont très bien intégrés. Ils sont chez eux. Et moi, je pense que je suis très optimiste pour l'avenir.
Monsieur Benoît Sanga, de votre côté, quelle conclusion vous tirez de tout ça? Conclusion, écoutez, moi je reste aussi optimiste, mais quand même un conseil que je dois donner aux gens et surtout aux Québécois des souches, en fait, c'est de s'approprier les valeurs fondamentales québécoises. Je veux devenir très sérieux par rapport à ça, parce que on l'a bien spécifié, l'intégration ne peut pas se faire à sens unique, c'est à deux sens. Et la meilleure façon d'arriver à créer une plateforme qui va permettre donc l'échange et que le Québécois soit capable de maîtriser très bien ses valeurs fondamentales pour pouvoir échanger avec l'autre qui vient d'ailleurs. Parce que souvent ce qui arrive, les Québécois ont tendance à écouter l'autre et l'autre qui parle de ses valeurs. Mais ces valeurs qui risquent d'être contradictoires par rapport à la façon de faire ici. Donc, alors, c'est le message que je peux donner, parce que déjà, l'immigrant est prédisposé à adopter ces valeurs-là, pas à l'assimilation, à adopter. Et puis, voilà, donc il faut que quelqu'un l'accompagne dans l'adoption de ces valeurs-là. En fait, d'une certaine façon, les deux doivent s'accompagner dans le processus. Oui, chacun doit faire son petit pas et chacun doit essayer de comprendre l'autre. Bien sûr. Oui. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner pour conclure. Merci infiniment. Zansou? J'ai lu une étude qui a montré qu'en fait, depuis plusieurs années, on accueille plus que 60% des immigrants qui font partie de catégories professionnelles hautement qualifiées. Autrement dit, moi je dirais que vis-à-vis de la société québécoise ou canadienne, aujourd'hui, il ne faut pas voir immigrants ou accueil d'immigrants comme une affaire de charité. Okay? C'est une ressource stratégique, c'est mon premier point. Deuxième point, pour que cette ressource stratégique puisse contribuer au développement de notre société québécoise ou canadienne, il faut adopter une véritable stratégie de la gestion diversité culturelle, okay? Et qui compose l'ensemble préalable et aussi un choix lucide. Okay? Il n'y a pas une seule façon, mais il faut considérer. Donc la pire chose, c'est quoi? C'est de l'ignorer, de négliger, ou bien de reconnaître de façon abstraite, en réalité, on ne fait rien. Là, ce sera un gaspillage. Marie-Lucie Berge? Moi, je dirais, dans le fond, qu'est-ce que je retiens? C'est le travail d'équipe. Équipe avec la communauté, équipe entre les gens de l'entreprise qui étaient déjà présents au moment d'arriver, l'implication, évidemment, de la personne immigrante dans cette équipe-là. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est toute la notion d'accompagnement aussi. On disait tantôt, il peut y avoir certaines situations qui peuvent être délicates. Tout l'aspect aussi de se préparer à ça, qu'il y a des situations qu'on n'est peut-être pas prêt dans l'immédiat, mais de le percevoir comme un défi intéressant. Donc, je pense que c'est vraiment un travail collectif. Il faut le voir comme ça. Un travail collectif du gouvernement également? Tout le monde. Je pense aussi les partenaires qui sont appelés à travailler. Je pense que là-dessus, tous doivent mettre la main à la pâte. Et j'aimerais juste souligner à ce moment-là qu'il y a un guide qui a été fait aussi à cet effet-là. Et que les gens peuvent trouver sur Internet. Mohamed El-Hayat, merci beaucoup. Benoît Sanga, bonsoir. Merci infiniment. Merci. Zansou, merci infiniment. Et Marie-Lucie Berge, merci infiniment. Merci. Alors voilà qui conclut notre émission de cette semaine. Cher, satisfait du sujet? Très satisfait. Oui. Une expérience à répéter? Une expérience à répéter parce que je pense que ça va servir beaucoup les mentalités québécoises. Oui, effectivement. Et c'est un sujet qui est intéressant. Des immigrants, des nouveaux arrivants, il y en arrive régulièrement chez nous. 200 000 chaque année au Canada. Exactement. Donc, on va continuer à voir le phénomène, à vivre ça. Est-ce que c'est bien ça, 200 000 à peu près par année? C'est quoi, c'est 50 000 au Québec? Je dirais plus la région de... Au Canada, 250. Et au Québec, c'est quoi? Autour de 45 000. Puis ici, à Québec, 50, on a 25 000 présentement. C'est 2500 années, à peu près. Donc, c'est quand même... Malheureusement, la majorité reste à Montréal. Oui, effectivement. L'important, c'est d'en garder et d'en conserver. On a le meilleur taux de rétention. Ah, oui, c'est déjà... On finit sur une note positive. Oui, effectivement. Alors, ça conclut notre émission Dossier Actualité fait relâche. Jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous retrouvez Martin, à votre animateur régulier. D'ici là, bonne semaine à l'antenne de Télémag et on se retrouve la semaine prochaine.